Trois bateaux approchent de l'île de Roanoke, dans l'actuelle Caroline du Nord. À leur bord, des hommes et des femmes qui s'apprêtent à changer le monde. Leur mission ? Fonder la toute première colonie anglaise du Nouveau Monde. Vous vous en doutez, c'est la pierre angulaire de l'histoire des USA. L'événement qui marque la fondation de la première puissance mondiale. Enfin, ça aurait dû. Parce qu'à la place, c'est devenu un chaînon manquant, un point d'interrogation dans la frise chronologique de l'histoire des États-Unis. Car la colonie de Roanoke va mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Juste un simple mot gravé dans le bois. Jamais personne ne sera capable d'expliquer ce qui leur est arrivé. Mais avant de se lancer dans cette histoire, faut qu'on vous parle d'une autre disparition, la nôtre. Dans un futur proche, une catastrophe naturelle, les Néantres, a ravagé nos terres et ouvert des portails vers d'autres dimensions, toutes plus dangereuses les unes que les autres. C'est le point de départ de Zenless Zone Zero, le dernier bébé de MiHoYo, les papas de Genshin Impact. Et les connaissants, c'est encore un action RPG free-to-play absolument sublime. Dans la ville futuriste de Nouvelle-Eridou, vous devez entretenir votre fausse identité, faire des rencontres, gérer votre vidéoclub ou manger des ramen. Mais en réalité, votre véritable job, c'est celui de proxy. Vous guidez les aventuriers perdus dans les Néantres. Et il y a beaucoup de choses à faire. Combattre surtout. Esquive parfaite, combo ultimate, stratégie, c'est beau et c'est exigeant. Il y a un mode roguelike, le Holo Zero, des donjons instanciés, mais surtout des affrontements de boss monstrueux. Pas sûr que vous ayez le niveau pour les vaincre. C'est sorti le 4 juillet, c'est tout chaud. L'histoire est immersive, ça va vite et on est content de pouvoir vous en parler. Cliquez sur le lien en description pour l'essayer et dites-nous ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à utiliser le code promo qui s'affiche. C'est en quantité limitée. Premier arrivé, premier servi. Tout commence en 1585. Sir Walter Raleigh envoie une flotte de 7 navires et 600 hommes, quitte l'Angleterre avec suffisamment de provisions pour tenir un campement pendant une année. Ils ont pour objectif de trouver un lieu où s'installer dans les Outer Banks, une bande de sable et d'îles qui s'étale le long de la côte est de l'actuelle Caroline du Nord. C'est un endroit idéal pour être isolé des Espagnols qui dominent la région, mais c'est aussi particulièrement difficile d'y naviguer. Et malheureusement, le bateau qui transporte leurs provisions heurte un banc de sable. La quasi-totalité des vivres est ruinée par l'eau salée. Il va falloir changer de plan. Décision est prise de s'installer à Roanoke, une île de 50 km² où vivent des natifs américains avec qui les premiers explorateurs de la région ont des contacts amicaux. Ils y laissent seulement 100 hommes, surtout des soldats et des explorateurs, beaucoup moins que prévu. Mais c'est suffisant pour tenir l'endroit, le temps que la prochaine flotte, dont le départ est prévu dans quelques mois, les rejoigne avec plus de vivres. Ce qu'ils ne savent pas à ce moment, c'est que cette seconde flotte salvatrice n'arrivera jamais. Elle a été réquisitionnée par la reine Elisabeth pour gérer des affaires plus urgentes avec l'Espagne. C'est là que les problèmes commencent. Manquant de nourriture, les hommes doivent compter sur la générosité des peuples locaux pour perdurer. Ceux qui avaient gentiment accepté leur installation sur l'île deviennent désormais indispensables à leur survie. Mais les ressources ne sont pas infinies. Plus le temps passe, plus les relations deviennent tendues. C'est accentué par un autre problème. Les colons ont amené avec eux des maladies auxquelles les natifs américains ne sont pas résistants. Leur passage dans les villages cause souvent des morts. Ce qui laisse penser aux indigènes que le phénomène pourrait être d'origine surnaturelle. En plus, les expéditions répétées des explorateurs pour trouver des métaux précieux se soldent par des échecs. Le moral est au plus bas, ça ne laisse rien présager de bon. Sous les ordres de leur leader, Ralph Lane, la situation dégénère. Difficile de dire si c'est la paranoïa ou une réelle menace qui l'emporte, mais ce qu'on sait, c'est qu'au moins un village sera mis à sac par les Anglais, et que Wingina, le chef de la tribu Sekotan, est décapité. À leur arrivée sur l'île, c'était leur allié. Désormais, sa tête trône au bout d'une pique. En juin 1586, 9 mois après s'être installé sur l'île, une flotte anglaise commandée par Sir Francis Drake fait escale sur Roanoke. En apprenant la situation, il décide de rapatrier Lane et ses hommes à Londres. C'est là que les événements de l'île de Roanoke prennent une tournure paranormale. D'abord, parce que, quelques jours après leur départ, des ravitaillements venus d'Angleterre arrivent. Quand le bateau accoste, ils ne retrouvent personne, pas même les hommes qui n'avaient pas été retrouvés avant la fuite précipitée. Puis, encore 2 semaines plus tard, c'est une nouvelle flotte avec une année entière de nourriture qui atteint l'île.
Une nouvelle fois, il tombe sur un campement vide. Dans le doute, il laisse une quinzaine d'hommes sur place pour maintenir une présence anglaise. Mais de l'autre côté de l'océan Atlantique, les choses ont changé. Après la débâcle de l'expédition menée par Lane, Sir Walter Raleigh, le noble à l'origine de ces voyages, doute que l'île de Roanoke soit toujours un bon endroit pour s'installer. Les tensions entre les colons et les locaux sont bien trop importantes. On décide alors d'un nouveau lieu, la baie de Shakespeare, plus au nord. En charge de cette nouvelle expédition, John White, un explorateur et artiste qui avait déjà participé à au moins un voyage sur l'île de Roanoke. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit la plupart des visuels de ces voyages. Sa flotte embarque un peu plus de 100 colons. Cette fois, pas de militaires, des hommes et des femmes qui souhaitent s'installer et y vivre. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. En chemin, on décide de passer voir les 15 hommes laissés sur Roanoke pour connaître leur situation. Mais sur place, il n'y a plus personne. Ils se sont fait attaquer, au moins 2 d'entre eux sont morts, les autres se sont enfuis par la mer. On ne les retrouvera jamais. Ça aurait dû être une raison suffisante pour reprendre le voyage et laisser cette île derrière eux. Sauf que quelqu'un va en décider autrement. On sait pas exactement pourquoi, mais il outrepasse l'autorité de White et fait débarquer les colons sur l'île de Roanoke. Dès le premier jour, un homme du nom de George Howe se fait tuer en allant chercher des crabes. Aidés par des natifs de la région qui avaient déjà voyagé en Angleterre, ces nouveaux habitants tentent d'apaiser les relations, mais sans grand succès. Si bien qu'au bout d'un mois, quand Fernandez décide de reprendre la mer pour retourner au Royaume-Uni, les colons supplient White de faire lui aussi le voyage. Ils sont convaincus d'avoir besoin de plus d'hommes et de ressources pour que leur camp perdure, et pour ça, leur chef doit plaider leur cause à la couronne. White hésite, surtout qu'il vient de devenir grand-père. Sa fille a donné naissance à Virginie, la première anglaise à naître sur le continent. Devant la détresse de ceux qui dépendent de lui, il accepte de repartir à contre-cœur. Il ne reverra jamais aucun d'entre eux. Quand il arrive à Londres, fin 1587, la situation est extrêmement tendue. La menace d'une invasion espagnole est imminente. La reine Elisabeth ordonne l'interdiction aux navires de prendre la mer. Tous doivent être disponibles pour la bataille qui s'annonce. Résultat, White va rester bloqué en Angleterre pendant 3 longues années. C'est seulement en 1590 qu'il réussit à embarquer sur une flotte de 6 navires en direction du Nouveau Monde. Pas question de ravitaillement, ils sont là pour attaquer les avant-postes espagnols de la région. Mais White a négocié que 2 bateaux se rendent à Roanoke pour prendre des nouvelles de la colonie. En arrivant au large de l'île, il remarque de la fumée. Ouf, il y a de la vie, ils sont encore là. Les bateaux tirent des coups de canon pour signaler leur présence, mais il est tard, ils devront attendre le lendemain pour débarquer. En posant le pied sur l'île, il tombe sur des traces de pas fraîches, mais personne à l'horizon. Il pénètre plus profondément et remarque un arbre dans lequel ont été gravées les lettres C-R-O. L'expédition continue dans les terres et arrive au campement. Il est désert, et depuis longtemps en plus. Il y a tout de même une grande différence depuis l'époque où White est parti. Une grande palissade a été dressée tout autour de l'enceinte, comme si on avait voulu fortifier l'endroit. Sauf que rien ne donne l'impression qu'il y a eu des affrontements. On ne retrouve pas d'ossements ou de corps, le camp n'a pas été détruit. Au contraire, les bâtiments ont été démontés et les embarcations laissées aux colons disparus. On dirait que tout s'est volatilisé. Mais White, lui, a une théorie. Il avait convenu avec les colons que, s'ils devaient quitter Roanoke, il lui laisserait des indices pour les retrouver. Et, engravé dans la palissade, il est écrit Croatoan. C'est le nom d'une île qui se situe plus au sud. Suffit d'aller vérifier là-bas et le mystère sera résolu. Il retourne au bateau et convainc le capitaine de se rendre sur l'île pour comprendre ce qui s'est passé. Sauf que, voilà. L'une des ancres du bateau lâche, et d'un coup, il devient trop dangereux de manœuvrer dans la région. L'embarcation de John White doit reprendre la mer, direction l'Angleterre. Lui pense que ses protégés vont bien, mais il ne pourra jamais s'en assurer, car il meurt 3 ans plus tard, sans avoir pu continuer ses recherches. On a envie de se dire que les colons ont juste mis les voiles pour se rendre à Croatoan, qu'on appelle aujourd'hui l'île Hatteras. Le problème, c'est que les fouilles archéologiques qu'on a fait là-bas ne donnent pas grand-chose. On y a trouvé une chevalière en or qui appartenait certainement à un noble anglais
et le pommeau d'une rapière qui date de la bonne époque. Il y a aussi le témoignage du naturaliste John Lawson, qui va venir discuter avec les peuples vivant sur l'île d'Hatteras au XVIIIe siècle. De ces discussions, il va apprendre que certains se souviennent avoir eu des ancêtres blancs avec des yeux gris, et certains savaient lire. Il y a encore un dernier détail. L'île est à environ 80 km de Roanoke, et on sait grâce à des notes de White que juste avant qu'il rentre en Angleterre, les colons envisageaient de se déplacer de 80 km vers la côte, ce qui n'est pas le cas ici. Mais tout ça, c'est pas suffisant pour affirmer qu'une centaine de colons ont débarqué dans le coin. Surtout qu'il y a pas mal d'autres histoires étranges. D'abord, dans les années 1930, on va retrouver une pierre gravée. Elle comporte un message d'Eleanor, la fille de John White. Dedans, elle raconte comment, après le départ de son père, la colonie a souffert de maladies. Également la mort de sa fille et de son époux, tués par des sauvages. Après la découverte de cette pierre, on va en trouver plein d'autres, qui vont toutes s'avérer être des fakes. Mais la première, le doute reste entier, car dans les années 30, ça aurait été très difficile, mais pas impossible, de la vieillir artificiellement. Ce qui donne de la crédibilité à la théorie du message gravé, c'est qu'on l'a retrouvée dans cette région. Et étonnamment, sur de vieilles cartes dessinées par White, on peut remarquer qu'à l'endroit où les pierres ont été retrouvées, on a fait des retouches. En retirant le petit bout de papier recollé, on distingue un symbole en étoile, utilisé pour représenter un fort. Dans la grande liste des théories sur la disparition de la colonie Roanoke, on l'appelle le site en croix, et se situe à environ 80 km de l'île. Des fouilles dans la zone ont révélé des poteries qui semblent indiquer que des colons y ont vécu paisiblement, mais encore une fois, ça prouve en rien que ça soit ce qu'on recherche. D'autres théories imaginent que les colons ont tenté de rentrer en Angleterre et sont morts en mer, ou ont été massacrés par la tribu de Powhatan au nord en tentant de rejoindre la baie de Shakespeare, là où devait se construire originellement la colonie. Pour d'autres encore, c'est l'érosion des bancs de sable qui a camouflé les preuves de leur passage. Le plus raisonnable, c'est d'imaginer qu'il y a un peu de vrai partout. Certains colons ont rejoint des villages de natifs américains et se sont intégrés à la population. D'autres sont partis vers le continent pour trouver un endroit plus paisible, d'autres encore ont connu un destin funeste. Mais ce qu'il y a de perturbant dans leur histoire, c'est qu'après 400 ans de recherche, en fait, personne ne sait réellement ce qui s'est passé sur cette île. Personne ne sait ce qui les a poussés à partir, personne ne sait si leurs descendants sont parvenus jusqu'à nous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'encore aujourd'hui, la colonie Roanoke laisse une question en suspens, et avec elle, l'origine de tout un pays. Merci encore à Zenless Zone Zero pour leur soutien. Cliquez sur le lien en description et téléchargez directement le jeu pour profiter de ses combats dynamiques, ses superbes animations et son histoire passionnante.